C'est une colère qui vient de loin. Une colère longtemps restée silencieuse. Ce vendredi, à quelques kilomètres d'Angers, à Ombré d'Anjou, nous rencontrons Kevin. Il a 25 ans, il est célibataire, il est plombier chauffagiste. Un homme sans histoire, du moins jusqu'à la semaine dernière. Il gagne 1 400 € par mois. Il n'a pas de casier judiciaire. Finalement, la violence va s'imposer comme étant le recours ultime. Le week-end précédent, il a pourtant fait partie de ceux qui ont mis Paris à feu et à sang. Selon lui, c'était le seul moyen. La violence, c'est la seule chose qu'on nous a donnée à notre portée pour pouvoir être écoutés. Malheureusement, on ne nous a rien proposé d'autre. Kevin n'avait jusque-là jamais participé à la moindre manifestation. Il n'est pas membre d'un parti politique, ni d'aucun groupuscule extrémiste. C'est un gilet jaune qui a basculé dans la violence. Et ce ne sont pas les récentes annonces du gouvernement qui peuvent calmer sa colère. C'est du foutage de gueule, c'est pour nous endormir, c'est pour éviter que les gilets jaunes reviennent manifester. Moi, je vais rien lâcher. Les autres personnes aussi, j'espère qu'on sera tous comme ça et qu'on sera de plus en plus. Avec 1 400 € net par mois, il peine à joindre les deux bouts. Salut. Depuis peu, il a été contraint de retourner vivre chez ses parents. Ça va pas ? Il fait partie des 412 personnes interpellées dans les rues de la capitale la semaine dernière. Un choc pour cette famille ordinaire. Mon fils en prison, j'ai une dame qui m'appelle en me disant « Votre fils, il a cassé, il a pillé, il a... » J'ai juste ramassé ce qu'ils nous jetaient sur la gueule toute la journée. Là, juste pour faire voir à ma famille que c'était impressionnant quand même. C'est en prison comme un chien. Ah, c'est bon. Il minimise. Pourtant, Kevin a reconnu devant le juge avoir participé aux émeutes. Il a construit des barricades et a été interpellé avec un pavé de 2 kilos dans son sac. Dans l'attente de son procès, il est sous contrôle judiciaire. Il a interdiction de se rendre à Paris, notamment dans le secteur de l'Arc de Triomphe. Mais qu'importe, demain, il repart manifester. Aujourd'hui, vous nous interdisez de rentrer dans le 8e, dans le 17e arrondissement. Et ben demain, on ira au 11e. Toujours assister, toujours soutenir et être présent, surtout être présent. C'est vrai qu'il ne faut rien lâcher, ça c'est sûr, mais il ne faut pas casser non plus. Si Kevin est arrêté demain, il risque la prison ferme. Ce vendredi soir, comme lui, ils sont des milliers d'anonymes à rêver de révolution. En région parisienne, à Malakoff, je vais mettre un peu plus fort. Michael, 31 ans, est aussi l'un des visages de cette France qui travaille et ne s'en sort pas. Il vit avec sa mère, atteinte de graves problèmes de santé. Un sacerdoce, autant qu'une nécessité. Ce brancardier qui travaille à temps partiel gagne tout juste 1 000 € par mois. En Île-de-France, impossible, avec ce salaire, d'assumer un loyer. Si je ne fais pas de samedi, je ne fais pas les 1 000 €. Et vous voyez, je suis obligé d'aller travailler la journée dans d'autres hôpitaux pour arrondir les fins de mois. Ça, c'est pas normal aussi. On veut manger, on veut vivre, on veut pouvoir se faire kiffer, sortir le dimanche, aller se payer un resto. On peut même pas, on peut pas. Clairement, on peut pas. Jusque-là, ce gilet jaune de la première heure refusait la violence. On est pacifiste, on n'est pas là pour casser, donc il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même sac. Jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à canaliser nos nerfs. Première fois, on a été gentil. Deuxième fois, on a été gentil. Troisième fois, ça a commencé à chauffer. Quatrième fois, c'est pas possible. Bien sûr que casser, ça ne résout rien. Mais aujourd'hui, je commence à avoir l'impression qu'effectivement, ça arrange beaucoup de solutions. Selon lui, les émeutes de la semaine passée ont enfin fait bouger le gouvernement. Michael, encore un homme sans histoire, est prêt à basculer. S'il faut qu'il y ait une vraie révolution, parce que pour le moment c'est plus des émeutes, mais une vraie révolution, il y en aura une. C'est une vraie révolution. Comme 68. C'est-à-dire retourner Paris. S'il le faut, on le fera. Je redoute le bain de sang, ouais. Je sais qu'il peut m'arriver quelque chose.
Comme des gens qui partent au front, soit ils ont de la chance, ils reviennent, soit ils n'ont pas de chance, ils sont morts. Et même s'il n'est pas d'accord, on ne peut pas l'empêcher d'aller là-bas. Un peu partout en France, ce vendredi soir, il flotte comme un air de guerre civile. Sauf peut-être sur ce barrage de gilets jaunes, dans l'Oise, à Compiègne. Ici, tous se disent contre la violence. Des modérés, certes, mais déterminés à retourner manifester demain à Paris, malgré le danger. Ils disaient qu'il y avait beaucoup de casse, beaucoup de délinquance, beaucoup de casseurs qui vont venir sur Paris. Et je pense qu'ils nous ont un peu oubliés, nous, en tant que gilets jaunes, en tant que pacifistes. À venir demain, en tant que pacifiste, il y aura du monde en gilets jaunes. Pas pour la casse, mais il y aura du monde pour dire qu'on est là. Miguel est ouvrier. Il a 42 ans et la semaine dernière, il s'est retrouvé au cœur du chaos. Il en mesure bien les risques. Il en porte encore les stigmates. Ouais. J'ai reçu un coup de flatbauge et ça m'a mis par terre en fait. Enfin, pas un seul, 3, parce que j'en ai eu 2 dans le dos aussi. Ça fait mal? Ça fait super mal, je crois que j'avais mon bras et... Je crois que c'était une grenade à la base, moi. Je sentais plus mon bras. Miguel n'a rien d'un casseur. Il est même plutôt un héros. Depuis une semaine, voici l'image qui a marqué la France entière. Un CRS isolé et lynché au pied de l'Arc de Triomphe. Miguel est l'un des seuls gilets jaunes à lui porter secours. Je vois le CRS qui se fait isoler, qui se fait prendre par des gens, se faire frapper dessus. Je le vois se faire taper, tomber par terre et qui se prend des coups de pied dans la tête. Et là, j'ai pas réfléchi, hein, je suis parti l'aider, tout simplement. À la veille de l'acte 4 des Gilets jaunes, Paris retient son souffle. Lors de la précédente manifestation, les commerçants ont payé un lourd tribut. Des centaines de magasins ont été saccagés ou pillés. En pleine période de Noël, des commerçants qui ferment boutique et se barricadent, une vision surréaliste. Notamment les banques, particulièrement visées. Dans cette boutique de maquillage, on n'a pas les moyens de se payer des palissades en bois. Alors on fait avec les moyens du bord. On scotche les tiroirs pour éviter les vols. Et Bertrand, le patron, vide sa vitrine à la hâte. C'est pas normal, quoi. Je veux dire, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. L'état de guerre à Paris, parce que les pouvoirs publics sont pas foutus de nous, je sais pas, de faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien et de nous protéger, surtout parce qu'on sait absolument pas ce qui va se passer. Hier matin, la capitale a des allures de ville morte. Depuis la province, des milliers de manifestants convergent vers Paris. Comme Kevin, le plombier. Il a pourtant interdiction de se rendre dans le secteur des Champs-Élysées. Cette fois-ci, le dispositif policier n'a plus rien à voir avec la semaine précédente. Alors là, on va cacher les masques parce qu'apparemment, on risque d'être interpellé si on se protège des fumigènes. Donc si c'est encore une raison de finir en garde à vue, on va éviter. Les interpellations préventives ont commencé dès le matin, notamment parmi les groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite. On arrive à exactement 343 interpellations. Donc là, les forces de l'ordre, je les sens vraiment sous tension. Vraiment, vraiment, encore plus que les autres week-ends. À la descente des trains, dans toutes les gares de la capitale, des policiers contrôlent les voyageurs. Kevin passe entre les mailles du filet. Un coup de chance, car le dispositif mis en place est exceptionnel. 8000 policiers sont déployés dans Paris, presque 2 fois plus que la semaine précédente. À peine arrivé, Miguel, lui, est immédiatement fouillé. Les policiers cherchent tout ce qui peut être utilisé comme une arme. Monsieur, c'est des affaires personnelles quand même. Ils confisquent aussi les masques à gaz et les lunettes de protection, des équipements qui permettent de résister au gaz lacrymogène.
demande de nous. Moi, je suis déçu. Les lunettes, je les ai achetées 15 €. C'est interdit d'avoir des lunettes. Ça, vous savez pas que c'est interdit? Ça m'énerve. C'est moi qui ai sauvé le CRS la semaine dernière et vous ne nous laissez même pas passer en fait. On n'a pas le droit de se protéger en rien en fait. Et pourquoi vous protégez? C'est pacifique. Non mais là vous abusez là. Vous me piquez mes gants, je vais faire quoi avec des gants? Les gants, ça peut aussi servir à prendre des cailloux. Mon slip aussi, je peux faire un lance-pierre avec, non? Bah non mais ils sont déconnés. Je vais faire un lance-pierre avec mon slip. J'hallucine, c'est n'importe quoi. Mieux vaut garder son calme, d'autant que quelques mètres plus loin, deuxième contrôle. Cette fois-ci, c'est une bouteille en plastique qui intrigue cette policière. On prend juste des protections. C'est de la Red Bull. C'est de la Red Bull, madame. Oui, mais je vérifie que ça soit pas de l'essence ou des conneries. Ouais. Ils font leur taf. Hein. C'est pas ça qui va nous empêcher d'aller jusque là-bas. Plus de 10 000 manifestants envahissent les rues de Paris. Très vite, notamment sur les Champs-Élysées, l'ambiance est électrique. Et comme à chaque fois, aux Gilets jaunes viennent se greffer les groupuscules d'extrême droite, d'extrême gauche, ainsi que les casseurs et les pilleurs, toujours présents lors de ces manifestations. Mais cette fois-ci, les policiers ne reculent plus. Les consignes sont claires, aller au contact et interpeller les leaders. 1150 arrestations dans la journée. Du jamais vu. Les manifestants sont harcelés sans cesse, repoussés des sites stratégiques. Mickaël, le brancardier, voulait en découdre. Il reste bloqué dans cette rue, sous bonne garde. Et là, on est dans une situation assez compliquée parce qu'ils nous bloquent afin d'éviter au maximum des rassemblements et de la casse, etc. Quant à Kevin, le plombier, il monte une barricade. Mais impossible de tenir une position face aux puissants canons à eau. La police montée est elle aussi présente. Et point d'orgue du dispositif, ces 12 blindés de la gendarmerie. Ils sont utilisés pour la première fois dans la capitale. Ils servent à déblayer les barricades, mais aussi à effrayer les casseurs qui reculent devant leur avancée. Malgré de nouveaux pillages, de nombreuses dégradations et plus de 126 blessés, hier, à Paris, les forces de l'ordre sont restées maîtres de la situation. Pas sûr que cela suffise à effacer des mémoires les scènes de chaos de la semaine précédente. À quoi pense-t-on quand on doit faire face et que l'on se sait dépassé? En ce matin du samedi 1er décembre, une marée jaune prend possession de la place de l'Étoile. Une déferlante à laquelle jamais les forces de l'ordre n'avaient été confrontées. Puissante, violente, incontrôlable. Sous le monument, les policiers vont tenir leur position le plus longtemps possible. Mais que peut-on faire devant une marée humaine? Le monument qui célèbre la victoire militaire va sceller pour ce jour la défaite des forces de l'ordre et l'émergence d'un mouvement que personne n'imaginait prendre une tournure si radicale. Ce samedi 1er décembre, l'Arc de Triomphe a été pris d'assaut par le peuple. Des images qui ont fait le tour du monde. Un symbole de la République ébranlé. Pourtant, au départ, la manifestation des Gilets jaunes devait être pacifique. C'est beau ça, c'est beau! Elle a tourné en émeute. Des images d'insurrection
en plein cœur de Paris, du jamais vu depuis mai 68. Et il n'y a que comme ça qu'on réussit à se faire entendre malheureusement. Plus étonnant encore, cette radicalisation d'une partie du mouvement, les autorités ne l'ont pas vu venir. En général, on a des clients qui sont bien connus, hein, des ultras, mais là, on avait des gens lambda, et ça nous a vraiment surpris. Alors comment le mouvement a-t-il basculé dans la violence? À partir de midi, les pavés ont commencé à pleuvoir, ouais. Pourquoi 4600 hommes n'ont pas été suffisants? On n'a pas su s'adapter parce qu'on était resté trop figé. Y a-t-il eu des ratés dans la stratégie policière? Ici, là, tu me dégages tout ça. Enquête sur le jour où tout a basculé. Enquête sur les dessous d'un chaos. Au petit matin de ce 1er décembre, les champs sont sous bois de garde. On installe les derniers boucliers anti-émeutes, les camions sont alignés, comme des remparts, et les gendarmes en faction devant les boutiques de luxe. On a même des tractopelles pour enlever d'éventuelles barricades. Les ordres sont clairs, il ne faut surtout pas que ça dégénère. Il est 8 heures. L'actualité, c'est évidemment la nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes à Paris. Après le flop de la rencontre hier à Matignon. Pour le ministre de l'Intérieur, l'enjeu est d'importance. Accepter une nouvelle manifestation sur les champs, c'est afficher une main tendue aux Gilets jaunes. Mais il ne faudrait pas que cela tourne mal. À ce moment-là de la journée, Christophe Castaner sait très bien que des groupes d'ultras se préparent à un coup de force. Mais il est malgré tout serein. Il a des hommes en nombre, 4600, prêts à riposter. On reste groupé. Si ça avance et si derrière c'est accroché, on décroche à nouveau et on va aider le copain derrière, d'accord? Et il a aussi une stratégie. Un dispositif de sécurité très imposant, plus de 4000 hommes, dont les 2/3 sécurisent les endroits sensibles de la République. Matignon, l'Assemblée nationale, la Concorde, l'Élysée ou le ministère de l'Intérieur. Et puis aussi les Champs-Élysées. Ils sont filtrés comme une fan zone. À chaque coin de rue, les policiers contrôlent le contenu des sacs et les pièces d'identité. La journée commence donc dans le calme. Les premiers gilets jaunes se prêtent volontiers à ces mesures. Quelques centaines d'entre eux descendent les champs dans le plus grand calme, exception faite des slogans, bien sûr. Et puis, un grain de sable va se glisser dans ce dispositif bien huilé. Et tout va basculer. Ça se passe à l'autre bout des champs, au pied de l'Arc de Triomphe. À cet endroit, pour une raison inconnue, le passage se referme. Les gilets jaunes qui arrivent ne peuvent plus accéder aux Champs-Élysées. Ils se retrouvent donc parqués en masse sur la place de l'Étoile. Difficile de savoir qui est qui dans cette foule. Une chose est sûre, l'extrême droite a déjà pris position au pied de l'arc. Et les esprits s'échauffent. Certains sont passablement avinés. L'homme au sac à dos rouge n'en reste pas là. A-t-il été trop loin? A-t-il tenté de forcer le passage? En tout cas, quelques secondes plus tard, il est brusquement interpellé. Derrière lui, plusieurs dizaines de personnes protestent et tentent à leur tour de passer en force. Les CRS ripostent alors et ce sont les premières bombes lacrymogènes qui sont envoyées. « 200 mètres plus haut, au pied de l'Arc de Triomphe, les manifestants ne comprennent pas cette soudaine hostilité policière. C'est le cas de Marine, gilet jaune de Corrèze. Ça, c'est les grenades de désencerclement. Et voilà, on commence à lancer les... Là, ça tombe. Mais c'est triste de se rendre compte que nous, on vient pacifiquement et qu'au final, on se fait bombarder de lacrymogènes. C'est triste de voir que la France, ça en est là. Allez, c'est parti. C'est parti, là. Ça...
On nous a annoncé quand même qu'aujourd'hui c'était un contrôle d'identité et que tout citoyen avait le droit d'aller se promener sur les Champs-Élysées. Hein, et là, nous on arrive, depuis 20 minutes, on se fait gazer de partout, de partout, de partout. On n'a même pas le droit de s'exprimer. Et on va nous dire qu'on n'est pas organisé. On va nous dire que là-haut on a un petit poids, mais que le gouvernement écoute les Français. Sous l'Arc de Triomphe, plusieurs groupuscules extrémistes commencent à faire du grabuge. Les forces de l'ordre ne tardent pas à réagir. Jusqu'ici, là, tu me dégages tout ça. Allez. Et elles les repoussent dans les rues adjacentes. L'extrême droite est maintenue à distance. Idem pour l'extrême gauche. Les ultras des deux camps se retrouvent face à face et s'affrontent. Plusieurs centaines d'individus, dont Ivan Benedetti, l'un des leaders de l'ultra-droite nationaliste. Sur ces images, il est violemment frappé. Nous le retrouvons quelques jours plus tard. Je suis totalement débordé, j'essaye de faire face du mieux possible et je sors d'une volée de coups, un petit peu groggy. Et c'est pour ça qu'on me voit avec les poings en bas et puis je vois pas un gars, une petite salope là sur le côté qui vient comme avec du vis me donner un coup qui me sèche, qui m'éteint la lumière, hein, carrément. C'est qui en face, ces gens? C'est de ceux qui se disent des antifas, quoi. C'est l'extrême gauche. La police disperse tout le monde avec des canons à eau. Les ultras, comme les autres gilets jaunes. Des scènes spectaculaires qui, à ce stade, n'inquiètent pas encore les autorités, car les interpellations s'enchaînent. Au ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner prend le temps de recevoir notre équipe, avec une certaine décontraction. C'est quoi le groupe M6, les chaînes? Je peux regarder Gulli? Le message est simple. La situation est sous contrôle. L'ordre est maintenu aujourd'hui sans pour autant être dans un schéma pacifié. L'objectif de chaque policier, de chaque gendarme, c'est pas de blesser. C'est de sécuriser, c'est de protéger. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et pourtant, il va vivre la pire des journées qu'il ait jamais connues en tant que ministre de l'Intérieur. Car une erreur majeure s'est glissée dans son dispositif. Les renseignements ont sous-estimé une frange des Gilets jaunes, une frange qui va tout faire basculer. Ils arrivent tous les trois de Nice. Ouais, d'assaut, on retourne au champ. Hein. Après. Enfin, l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, yes. Benjamin, Antoine et Alexandre sont intérimaires, livreurs et chômeurs. Ils sont inconnus des services de police, mais ils ne sont pas venus pour manifester pacifiquement. J'ai pas l'habitude, moi. Ils sont là pour en découdre. Fini les petits blocages de ronds-points en province. Le problème, c'est que bloquer un rond-point pendant une semaine, c'est sympa, c'est amusant. Et au plus, après, ça fait chier. Juste le mec qui va travailler. Macron, au final, il rigole. Il doit danser là dans des canards au bord d'un rond-point et qu'est-ce qu'il s'en fout? On parle beaucoup plus de tout ce qui casse que juste s'asseoir sur un rond-point. Ça sert à rien de s'asseoir. Pour cela, ils n'ont rien laissé au hasard. Donc là, vous avez quoi? On a fusée de détresse de bateau normalement, qui partent à 300 mètres. Du fumigène orange et des pétards. Pourquoi vous avez faire du bruit? Pardon? Pour faire du bruit et pour se faire entendre. Et ils nous tirent dessus avec des grenades et tout ça, donc on s'équipe avec ce qu'on a. Hein. Pourquoi vous avez décidé de venir aujourd'hui? Marre de payer, hein. Marre de payer. On gagne pas plus et au final on paye toujours plus. Donc arrivé au nez, faut pas nous prendre pour des cons non plus, quoi. À plusieurs, on est plus fort. Ils cherchent donc à rejoindre un autre groupe d'amis du côté de l'Arc de Triomphe. Yes, vous êtes où? T'es où? Ouais, bah juste à côté, ouais. Ça gaz sec là-bas. Bah vas-y, on se tient au jus. Mais ils vont être stoppés plus vite que prévu. Au bout de la rue, la violence monte d'un cran. Les forces de l'ordre envoient des gaz lacrymogènes. C'est le moment d'enfiler les masques de protection. Ouais, ça charge.
Gaz lacrymogène, ça pète en l'air, t'as 5 capsules qui sortent. Les manifestants sont forcés de reculer. Pour nos Niçois, ça va être un peu le baptême du feu. Ils vont découvrir auprès des plus aguerris que dans ce genre de manifestation, il faut faire preuve d'opportunisme. La cabane de chantier, par exemple, est une formidable caverne d'Ali Baba pour un apprenti casseur. À l'intérieur, il y a des casques, il y a des brouettes. Il y a même une disqueuse à béton qui, aujourd'hui, fera office de tronçonneuse. Qui coupe les arbres à la tronçonneuse, mec. Moi j'avais rien, là je viens de récupérer un cax. Et tu vas essayer de te défendre avec quoi? Avec ce qu'on trouve par terre. Oui, ce qu'on trouve par terre. Alors, comment on s'organise? C'est très simple. Renversement de gouvernement. En main, des bouts de parpaing et des clés de chantier volées dans le container. Elles pourront servir de projectiles. Les Niçois sont fin prêts pour leur première guérilla urbaine. Mon gars, là c'est un bordel. Alexandre et Benjamin, gilets jaunes, intégrés dans la société, casier judiciaire vierge, n'étaient pas considérés jusqu'ici comme des manifestants à risque. Pourtant désormais, ils vont se joindre aux casseurs professionnels venus des extrêmes. Et comme eux, des centaines d'autres gilets jaunes. Un scénario que les forces de l'ordre n'avaient pas envisagé. Et ce n'est pas la seule erreur commise. À 1 kilomètre de là, à l'Arc de Triomphe, c'est une course inédite qui commence. Certains manifestants sont en train de taguer les murs de l'Arc de Triomphe. Alors, décision est prise de les déloger. Mais ils ne sont qu'une vingtaine. Et ils ne s'attendaient pas à la réaction immédiate d'une extrême violence de cette marée jaune. Les forces de l'ordre sont obligées de battre en retraite. Problème, l'un d'entre eux est resté isolé. Il est rattrapé par des manifestants qui le font tomber, lui ôtent son casque. Un véritable lynchage. Il aurait très certainement été grièvement blessé sans l'intervention de Miguel, l'ouvrier de 42 ans qui habite près de Compiègne. Apparemment, le dispositif de maintien de l'ordre ne fonctionne pas. Et ce pour une raison très simple. Il manque des effectifs, selon ce syndicaliste de la police. Ça ne marche pas parce qu'encore une fois, on a ce double dispositif, on est passé à la manœuvre. Et à partir du moment où on va le voir dans la journée, l'Arc de Triomphe a été repris plusieurs fois. Et on a perdu autant de fois. Parce qu'à chaque fois qu'il a été repris, derrière, on n'avait plus assez de compagnie pour pouvoir le tenir. Parce que l'intérêt, c'est d'exploser ce groupe-là. Ça part un peu dans les rues. Et ben après, il faut les suivre, les groupes, pour essayer de les disperser, de les repousser, de les disperser. Et c'était pas possible. Mais c'était pas possible parce qu'ils faisaient le tour et puis ils revenaient sur la place. Et il n'y avait personne pour tenir la place. Il n'y avait plus personne pour tenir la place. Maintenant, plus que jamais, l'Arc de Triomphe est aux mains des casseurs. Ils fracassent la porte d'entrée et pénètrent dans le monument. Une de nos équipes se glisse avec eux. Ce sont des images d'une violence inédite. Les statues ont été vandalisées. Les boutiques de souvenirs sont pillées. Des scènes dont on n'imaginait pas quelques heures plus tôt qu'elles puissent jamais avoir lieu ici. Des vandales se servent sans même prendre la peine de se cacher. Des hommes prennent les escaliers qui mènent au toit du monument. Nous suivons le mouvement. Au sommet, un groupe fanfaronne. Et nous filmons des images à peine croyables d'un Paris qui brûle. Sur le toit de Paris. En bas,
Des affrontements se durcissent. Les blessés sont de plus en plus nombreux, et des deux côtés. Derrière ce brouillard de fumigène, une femme CRS a reçu un projectile. Elle est blessée à la jambe. Nous l'avons retrouvée. Elle s'appelle Jill, elle a 29 ans. Cela fait 4 ans qu'elle est CRS et jamais elle n'a vu une telle violence. On l'a vu vraiment de la haine dans le regard des gens. À partir de midi, les pavés ont commencé à pleuvoir, ouais. Justement, c'est un pavé qu'elle a reçu à la cuisse. Et c'est presque un moindre mal, vu les projectiles qu'elle a vus passer ce soir-là. On a reçu vraiment des choses, c'est inimaginable en fait. On a reçu donc du coup des pointes de portails de fer forgé. Nous avons reçu aussi des rails de placo qui ont été lancés comme des javelots. On a retrouvé des extincteurs, des tirs de mortier dans les jambes notamment, et des brouettes. On a reçu des brouettes aussi. Le problème, c'est que si les manifestations continuent, ça va dégénérer encore et encore. Et comment ça va se finir? C'est ça le problème. Au bout d'un moment, il faut qu'on arrête ce massacre, quoi, parce que nous, on va être massacrés. Et puis à côté, les manifestants, au bout d'un moment, ils vont peut-être finir par tomber comme des pions aussi. Et ça sera des blessés et des morts de chaque côté. Ce samedi 1er décembre, il y aura 23 blessés parmi les forces de l'ordre. Dans les rangs des policiers, la colère gronde. Eux qui sont habitués à en imposer se retrouvent cantonnés derrière leur bouclier, à la merci du moindre projectile. Et comme ordre est donné de ne pas faire de blessés, ils ne jouent pas à armes égales. La vérité, c'est que rien du super dispositif mis en place le matin ne semble fonctionner. Et que certains de ces petits gilets jaunes qui se lient avec les ultras les désarçonnent. Difficile de dire cela devant une caméra. Un CRS, pourtant, a accepté de témoigner, à condition de rester anonyme. Et quand vous faites votre travail et que derrière, vous revoyez qu'une heure plus tard, les manifestants reviennent, vous posez des grosses questions sur l'efficacité de votre boulot. Là, nous étions en barrage ferme et on a vu que justement, ça n'avait aucune efficacité. La population n'arrêtait pas de se déplacer. Le problème, c'est que la place de l'Étoile n'était pas verrouillée tout autour, tout le temps, et ce qui fait que ça a déplacé la population dans Paris. Et c'est pour ça que Paris s'est retrouvé incendié de cette façon-là. De fait, les incendies et les violences se multiplient un peu partout. À l'Orangerie, rue de Rivoli, place de la Bourse, près des grands boulevards, autour de la gare Saint-Lazare, et également dans les avenues qui partent de l'Arc de Triomphe, en particulier l'avenue Foch et l'avenue Kléber. La violence gangrène la capitale. Des informations qui remontent en temps réel au ministère de l'Intérieur. La sérénité du matin a laissé place à l'inquiétude. À Marseille, au Puy-en-Velay, à Bordeaux, à Toulouse, d'autres violences ont éclaté. Mais le pire reste la situation parisienne. On va faire un point de situation, la photographie à 15 heures de la mobilisation au niveau national dont Paris, et puis ensuite on fera le tour des différentes zones dont Paris évidemment. Le bilan, il est à Paris province, 74 594 manifestants recensés. Le bilan blessé, on a atteint un niveau de 68 blessés légers, dont 54 à Paris. Et parmi ces blessés, 10 membres des forces de l'ordre. Parfait, merci. Notre caméra est invitée à sortir. Nous devons quitter la cellule de décision, qui aurait pu tout aussi bien être nommée cellule de crise. Ces foyers de violence, les voici. Nous sommes avenue de la Grande Armée. Eh oui, regarde-moi ça, les petits tuyaux là. Les petits tuyaux de gaz là-bas. Ça flambe, ça. Ça, c'est du feu.
L'homme qui filme est un gilet jaune qui se réjouit des dégâts en cours. Ah oui, c'est des flammes. Ah oui. On brûle tout. On les brûle. Un peu plus loin, un photographe filme un hôtel particulier auquel des pilleurs viennent de mettre le feu. Descendez, ça brûle. Heureusement, ici, il n'y aura pas de victimes. Rue de Rivoli, en revanche, des manifestants arrachent des grilles du jardin des Tuileries et blessent grièvement un manifestant. Plus loin, une supérette est littéralement pillée. Dans le même quartier, c'est un salon de coiffure qui est pris pour cible. Le pot qui devait servir à l'arbre de Noël fait office de bélier. Un homme filme. C'est un coiffeur du quartier et le patron du salon est un de ses amis. Non, non, putain, le magasin de Benjamin, putain. Non, s'il vous plaît, non. Hey, je travaille ici. L'homme tente désespérément de les calmer, mais il va surtout s'attirer les foudres des gilets jaunes. Pour eux, c'est la lutte des classes, et Paris, c'est la ville des riches. Je travaille ici. Il y a des assurances. Même il y a des assurances, mais je travaille. T'as les moyens de travailler ici. T'as les moyens de travailler ici. Moi, je travaille. Je travaille à Perpignan dans le centre de la France. Mais oui, mais je travaille. T'as Paris, mon gars. Moi, je travaille ici. T'as Paris. Nous avons retrouvé l'auteur de ces images. Il s'appelle Michel, il est coiffeur juste en face du salon de son ami. Et cette vidéo, largement partagée sur son Facebook, a fait de lui une petite star dans son quartier. Bonjour. Ça va? Je voudrais juste te dire que je t'ai vu à la télé hier, Raya, ma femme, te dit bravo. Je te dis merci d'être un citoyen pas comme les autres, comme il faudrait être. De l'autre côté de la rue, son ami fait remplacer les vitres cassées de son salon. J'étais un peu fou, la vérité, j'étais pour rentrer au milieu de violence, inconscience, il faut que je défende et que je fasse quelque chose pour mon ami. C'est ça ce qui s'est passé. Pour le propriétaire du salon, la rue a été abandonnée aux pilleurs. Les forces de l'ordre ne s'inquiétaient alors que des Champs-Élysées et de la place de l'Étoile. Du moins, c'est ce qu'ils croient. La guerre civile, on dirait c'est une guerre civile. Quand il y a une manifestation, ils doivent encadrer la manifestation, essayer de protéger tout ce qu'il y a autour. Cette scène de pillage résume à elle seule beaucoup des événements de cette soirée. Des jeunes délinquants qui éventrent les commerces pour les piller, des gilets jaunes qui se contentent de les observer, et d'autres qui les imitent. C'est le cas de nos Niçois. Depuis une heure, ils prennent une part active aux violences. Benjamin, le livreur, participe également au saccage de la ville. Alexandre, l'intérimaire, casque vissé sur la tête, va quant à lui prendre part au pillage d'une cave à vin. Bon, bah on va prendre une petite bière. Benjamin savoure une gorgée de champagne à la santé de la Tour Eiffel. Pour les amis, aucun remords d'avoir volé. Selon eux, piller en groupe des grandes enseignes, quoique lourdement condamné par la loi, serait même un acte politique. Tant que c'est des magasins qui font pas mal de bruit et pas mal d'argent, ça dérange pas quoi. Si c'était un petit commerçant, j'y serais pas allé. Là, j'ai vu Saint-Nicolas, un truc qui fait beaucoup de sous toute l'année, partout. Du moment où ça casse les banques ou des gens qui nous baisent, il n'y a pas de problème. Comment monsieur tout le monde peut se mettre du jour au lendemain à piller des magasins, à casser des voitures, à se battre avec la police? Justement pour une question de ras-le-bol parce que... Et puis justement même ceux qui cassent tout et qui pillent tout,
viennent de la cité, ils viennent des endroits pas faciles où ils se font niquer par les gendarmes aussi de la même manière. Du coup là c'est vraiment un ras-le-bol général qui est exprimé par tout le monde, de n'importe quel milieu. Au final c'est quand même bien que le peuple entier se réveille. Et alors qu'ils enchaînent les pillages et les saccages sans être inquiétés depuis 1 heure, un escadron de gendarmes arrive, place du Trocadéro. Ah ouais, ils sont tous là, ces bâtards. Vas-y, finis le champagne. Viens, là, par contre, là, ils vont charger. Viens, on finit ça, on leur expose leur camion, ces fils de pute. Un langage fleuri, mais un casier judiciaire vierge. Et 0 état d'âme. Vous avez pas peur de les blesser? J'en ai rien à foutre. Eux, ils ont pas peur de nous blesser. Ils nous jettent des grenades de dispersion et des grenades lacrymogènes. Ils nous les jettent dessus. Ils nous les tirent dans la gueule. Ils nous visent au flashball. J'ai vu un gars tomber tout à l'heure, raid direct, parce qu'il s'est pris un coup de flashball là. Ils en ont rien à faire. Ouais. Mais ce qu'Alexandre ignore, c'est que les policiers vont siffler la fin de la partie, quitte à faire un usage de la force, parfois discutable. Les interpellations musclées se multiplient. Elles sont souvent impressionnantes. Et parfois, certaines dérapent, comme ici sur cette vidéo, tournée par un riverain. Avenue Wagram, il est 19 h. Ce fast-food est fermé, mais des manifestants en ont forcé la porte. Ils vont s'en mordre les doigts. Car les forces de l'ordre vont littéralement s'acharner sur eux. Nous avons compté les coups de matraque que cet homme a reçus au sol. Il y en a 13. Et encore, le CRS n'en a pas fini. Il revient en porter 4 de plus. Et un coup de pied en prime. Le manifestant se relève et réussit à prendre la fuite. La scène est filmée par un vidéaste amateur. Cet homme, nous l'avons retrouvé. Et il est encore marqué par la brutalité des CRS. J'ai jamais vu ça. Enfin, j'en ai vu des manifestations se faire matraquer, mais à ce point-là, non, jamais. Et c'était complètement gratuit parce qu'on peut donner 3 coups, mais arrêtez. Ils ne les ont même pas interpellés? Non, non. Arrêtez? Non, non. Bah, pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'avaient pas commis de délit, sauf de se retrouver dans une manifestation interdite. Enfin, il y avait des manifestants qui avaient fait des choses bien plus graves. Donc c'était eux qu'il fallait arrêter, ou arrêter tous les casseurs qui avaient amené la Grande Armée, qui dévalisaient les magasins, ce que j'ai vu. Hein. Alors c'est eux qu'il fallait arrêter. Mais là, franchement, enfin, à mon avis, ils se sont défoulés. Voilà. Ces images, nous les avons montrées à Axel Ronde. Il est syndicaliste policier. Et s'il condamne toute violence, il tient tout de même à remettre la scène dans son contexte. On était dans quelque chose de hors norme, quelque chose qu'on n'a jamais connu dans le maintien de l'ordre. Hein. Au moins, pour moi, ça fait 20 ans que je suis dans la police, j'ai jamais vu ça. Hein. À Paris, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. On peut justifier aucune violence de part et d'autre. Maintenant, on travaille de 4 h du matin jusqu'à 23 h. Donc on a des fonctionnaires de police qui n'ont pas eu à manger, il faut le savoir, qui n'ont pas pu se reposer, qui ont eu une pression psychologique terrible. Donc on se retrouve forcément avec des fonctionnaires de police qui sont à cran, qui sont finalement fatigués, qui en ont marre aussi de voir des exactions. Ils étaient dans une situation, je vous ai dit, hors norme. Ce samedi 1er décembre, 412 personnes seront interpellées dans la capitale. Près d'une centaine sera présentée en comparution immédiate dans les 3 jours.
Nos Niçois, en revanche, sont passés à travers les mailles du filet. Alexandre s'apprête à ouvrir une seconde bouteille de champagne quand un habitant du quartier l'interpelle. Comment? Non, vous n'allez pas parler du service vote que vous organisez pour mieux organiser les choses, pour qu'il y ait moins de cases dans les quartiers? C'est ça que vous allez parler? Rencontre entre deux France qui ne se comprennent pas. C'est quand même bien que le peuple se bouge, non? Vous êtes bien content que le peuple se bouge? Nous, on est sortis. On est sortis dès qu'on voyait que... Ben oui, il y a des voitures cassées, mais est-ce qu'il y a déjà eu une révolution sans dégâts? Est-ce qu'il y a déjà eu une révolution sans dégâts? Ce n'est pas une révolution. La révolution, ils affrontaient des soldats qui étaient armés avec des baïonnettes et des fusils. D'accord. Regardez. Là, et là, on fait quoi, du coup? C'est une Twingo. Là, on fait quoi, du coup? Oh, il est riche, le monsieur, avec sa Twingo. Là, on fait quoi, du coup, monsieur? Là, c'est quoi? Vous votez. Vous avez des élections bientôt. D'accord. Et vous pensez que voter, ça change quelque chose? Vous êtes oui. Ridicule, monsieur. Oui, je suis en démocratie. Eh ben, c'est en démocratie, on vote. Il y a les élections. On est loin d'une démocratie, monsieur. C'est ça, la démocratie. Vous êtes ridicule. On est loin d'une démocratie. Quelques dizaines de milliers. Il y a 41 millions d'électeurs. Il y a qui de mieux que Macron, là? Alors, vous avez voté pour qui? Eh ben, faites un parti, le parti des Gilets jaunes. Voilà. D'accord. Voilà. Et vous... Nul n'est prophète en son pays. Le nouveau casseur en a fini pour la journée, à ceci près que pour rentrer dormir chez l'ami qui l'héberge, il faut passer un barrage de CRS. Et comme ils sont occupés, Alexandre tente de traverser discrètement. Mais voilà, avec sa bouteille et son casque de chantier, difficile de passer inaperçu. Ben, je voudrais bien passer là-bas tout droit. On va aller discuter. Il est à deux doigts de se faire interpeller. Mais je veux juste aller là-bas, moi. Mais il profite d'un instant d'inattention de la police pour prendre ses jambes à son cou. Il finira la soirée tranquillement chez ses amis. Contrairement à plus de 200 autres personnes qui auront affaire à la justice. Le lendemain matin, dans les rues de Paris, c'est un peu comme une gueule de bois, la fête en moins. Des centaines de petites mains s'affairent pour faire disparaître les traces de violence. Les pavés désossés, les vitrines pulvérisées, les tags sur l'Arc de Triomphe à gommer. Tout cela sous le regard des touristes qui n'en reviennent toujours pas. Il va falloir du temps pour effacer l'image de ces gilets jaunes rebelles. Voilà qui tranche assurément avec celle romantique de la capitale. Au palais de justice, 99 personnes sont déférées dès le lundi. 27 seulement seront condamnées. La logique judiciaire ne suit pas toujours celle de la police. Faut-il le regretter? Selon Maître Malka, avocat au barreau de Paris, bien au contraire. L'honneur de la justice, c'est de continuer à traiter chaque cas normalement en prenant le temps qu'il faut. C'est pas évident, mais c'est évident pour personne. C'est pas évident pour la police de mettre au point des dossiers qui tiennent la route, parce qu'il ne suffit pas de présenter quelqu'un comme un casseur, encore faut-il prouver qu'il le soit. C'est difficile pour la justice parce que c'est fatigant, parce que les audiences parfois se déroulent jusqu'à minuit, mais c'est habituel dans ce type de situation. C'est éprouvant pour tout le monde, mais au final, on espère bien que chaque cas est traité normalement, parce que quand même, il ne s'agit pas de condamner des innocents. Le cas d'Adrien a été expédié en 5 minutes. Peintre décorateur et bon père de famille, il manifestait avec sa maman. Il n'a a priori pas du tout le profil du parfait casseur et pourtant, il a subi une interpellation musclée. Ils m'ont frappé avec leurs battes. Et à quel endroit Sur la tête, sur le visage. De montrer avec vos doigts? Oui, bien sûr. Là, surtout sur le côté du visage, sur cette partie du crâne. J'ai encore très très mal, mais bon, ça va, ça peut passer. Adrien a comparu pour attroupement face à l'Arc de Triomphe. Il s'en sort avec un simple rappel à la loi. Mais pour lui, c'est déjà trop. Les casseurs qu'on a eu samedi, c'était pas des vrais casseurs. Hein. C'était quoi? Non, c'était simplement des jeunes qui étaient énervés après la société. Hein. Tout simplement. Hein. C'est pas des casseurs, hein, ces gens-là. Hein.
C'est pas des casseurs. Hein. Que vous en faisiez partie? Non, pas du tout. J'en en fais pas partie, non. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle de casser. Mon rôle, c'est d'être présent avec ma famille, de représenter ce que je suis, et de dire tout simplement à Monsieur le Président, Monsieur Macron, si tu m'écoutes, on est dehors et on sera toujours dehors, quoi qu'il advienne. Adrien battra donc le pavé le samedi suivant. Et tant pis s'il doit se faire arrêter une nouvelle fois. Que faire pour qu'un tel déchaînement ne se reproduise pas? Comment désamorcer la crise et ne pas répéter les erreurs? Au Sénat, le ministre de l'Intérieur appelle dès le lendemain les Gilets jaunes à la raison. J'invite les Gilets jaunes raisonnables, ceux qui ne soutiennent pas l'action violente, à se désolidariser des extrêmes et à ne pas se rassembler à Paris samedi prochain. Et il va également revoir intégralement son dispositif de sécurité. Il va doubler les effectifs. Il va aussi mettre en place des équipes plus mobiles. Et il va demander aux renseignements d'enquêter sur les profils de casseurs. Voilà pourquoi, ce samedi 8 décembre, la situation a été mieux contrôlée et maîtrisée que la semaine précédente. Hier, en France, 1723 personnes ont été interpellées et 1220 placées en garde à vue, un record. Mais l'histoire n'est pas finie. Une partie des Gilets jaunes appelle d'ores et déjà à manifester samedi prochain.